Messieurs, dames, bonsoir. Donc, merci d'être venus si nombreux, c'est impressionnant. Voilà, nous recevons Lydie Salver, donc le prix Goncourt 2014. Et tout à l'heure, le président de la communauté aglo était là, et il a, pour ouvrir la nuit de la lecture, et il a mis l'accent sur l'importance dans l'œuvre de Lydie Salver de l'aspect politique et social vis-à-vis de la situation aujourd'hui, on va dire, sociale dans le pays. Et en préparant cette rencontre, j'ai fait un peu de publicité sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu un message d'un ami qui est poète, et que je vais vous lire, parce que c'est exactement ce dont il était question. Donc, sous la photo de Lydie, que j'avais publiée avec la date d'aujourd'hui, il a écrit ça. Ça fera le plus grand bien à Béziers, un bon bol d'air, oui, un bon bain d'idées ouvertes. Chez Lydie Salver, l'écriture et la pensée politique gardent leur spécificité et leur intensité. Elles ne sont jamais détournées ou dévoyées, profanées. Elles restent ainsi au cœur de la cité, et les linges aux fenêtres recueillent ces mots en même temps que l'air. Jean-Gabriel Coscul est là. Voilà. Donc, la poésie qui vient à notre aide. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie. Alors, bien entendu, il y a ce prix Goncourt, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, pas pleurer, qui raconte, je pense que c'est un de tes premiers livres autobiographiques, qui raconte l'histoire de ta mère pendant la guerre d'Espagne. Si tu veux intervenir, c'est comme tu veux. Mais voilà, donc entre-temps est sorti, enfin depuis plutôt, est sorti ce livre-là, Tout homme est une nuit. Donc je vais vous faire un bref résumé, comme ça les gens qui ne l'ont pas vu pourront comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Donc le personnage principal s'appelle Anas, c'est un professeur français d'origine espagnole qui est atteint d'un cancer. Donc il quitte sa femme, sa famille, pour se réfugier dans un petit village en Provence. Donc on peut supposer qu'il ne veut pas exposer sa maladie ni l'imposer aux siens. Et puis dans ce village où il pensait ma foi être tranquille pour lutter contre sa maladie, en fait, il va se retrouver confronté à une cabane de gens qui sont rassemblés dans le bistrot du village qui s'appelle le Café des Sports. Et voilà, il a deux tares contre lui, il est étranger et c'est un intellectuel. Ce sont deux tares inexcusables. Donc, tu fais alterner dans le roman des passages, on va dire en langue populaire, qui est la langue des gens du bistrot, et puis une langue plus littéraire, très littéraire même, qui est le journal de Anas. Donc on est confronté finalement à un match entre le cardinal de Ré, un petit peu, et Donald Trump, parce qu'en fait c'est carrément ça. Donc c'est la pire forme de réaction collective, ce livre-là, la pire forme de réaction collective dans la confrontation à l'autre. Plutôt dans le déni de l'autre. Donc ça va aller dans le livre, ça va dans un crescendo. On ne va pas dévoiler la fin, bien entendu. Laissez vierges ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais ce crescendo monte lentement tout le long du livre. Alors, Prévert disait étrange, étranger, ce célèbre poème de Prévert. Donc en fait, moi j'ai eu l'impression que ce livre entier était une métaphore de notre époque, une métaphore entière de notre époque. Et la première question que je voudrais te poser, parce que tout le livre repose là-dessus, en plus tu es psychanalyste de métier, qu'est-ce que c'est l'étranger? Pour chacun de nous, c'est quoi un étranger? Vous avez 2 heures. Donc comme peut-être un certain nombre de gens le savent déjà, je suis née de parents étrangers, ce qui m'a rendue infiniment sensible à la question de l'étranger, mais à la question de tous les étrangers. Les fous, par exemple, les malades mentaux, étrangers, les malades qui ont en eux un corps étranger, toutes les formes d'étrangeté d'étrangers et pas seulement les étrangers géographiques. Et je me disais que nous avons tous, dans une certaine mesure, en nous,
un étranger. On passe devant une vitrine, comment c'est moi? C'est moi ça? Ou on dit telle chose, c'est moi qui l'ai dit, l'inconscient, notre étranger, qui nous fait dire des lapsus que nous ne voudrions pas dire, qui nous fait désirer ce qu'on ne devrait pas désirer, etc. Donc, je me disais que, en l'écrivant, que si chacun se mettait en paix avec l'étranger qui était en lui, il serait peut-être moins sévère avec l'étranger qui est en l'autre. Voilà. Mais ça n'est pas ce qui m'a conduit à l'écriture. Ce qui m'a conduit à l'écriture, c'est qu'il y a une région de moi qui est très sensible à ce qui se fait dans le monde, qui n'a qu'une idée, c'est de répondre au monde, de réagir au monde, etc. Et une autre, plus rêveuse, plus contemplative, qui voudrait le fuir, qui voudrait s'isoler du monde, s'écarter de lui. Or, il se trouve que, après la maladie dont on parlera, en 2016, il y a eu une campagne présidentielle que j'ai trouvée terrible, avec des insinuations immondes, avec des débats indignes, vraiment, de débats démocratiques, avec des propos xénophobes, sinon racistes, clairement déclarés, etc. Et je me suis dit qu'en tant qu'écrivain responsable, je ne pouvais pas ne pas en dire quelque chose. Et pourtant, j'avais les réticences à aborder franchement le politique qu'avait Stendhal, qui n'aimait que le politique. Et Stendhal disait parler politique dans un livre, c'est fâcher mortellement la moitié du lectorat et ennuyer mortellement tel autre. Et je l'avais en mémoire avant de m'y jeter, mais j'avais aussi en mémoire ces écrivains qui, à des moments précis de l'histoire, ont ouvert leur gueule. Je pense à Victor Hugo, au moment où Napoléon III fait son coup d'État, Napoléon le Petit, et il dit « dormir devant cette situation, c'est mourir ». Et puis je pensais aussi aux écrivains qui ont témoigné sur l'affaire Dreyfus, au moment où elle éclata. Je pense à Zola, évidemment, toujours son nom, celui qui a écrit Notre jeu, Peggy, et d'autres. Et ça me donnait du courage de dire quelque chose de cette situation française en 2016, où on voyait les scores des partis d'extrême droite monter dangereusement et une Europe doucement envahie par les populismes. Voilà ce qui a vraiment déclenché le désir d'y aller. Je me suis dit, il faut y aller, malgré les réticences stendhaliennes, il faut y aller, il faut dire. Et j'avais lu ce livre de La Gannerie, qui est un philosophe qui a écrit Penser dans un monde mauvais. Et je le traduisais pour moi en écrire dans un monde mauvais. Qu'écrire dans un monde mauvais? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on parle de toute autre chose? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on y va? Voilà ce qui m'a amené à l'écriture de Tout homme est une nuit. Dans les écrivains que tu as cités, j'en ai oublié un. J'en ai oublié plein. Ça s'appelle Georges Bernanos. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À propos de ton précédent roman, c'est vrai. Pas pleurer. C'est vrai, Bernanos. Il y a une place quand même extrêmement importante aussi. Bien sûr. Bernanos, donc, qui était, comme vous le savez peut-être, militant d'extrême droite. Il avait milité à l'Action française, c'était un catholique fervent. Il s'exile en Espagne, sur l'île de Majorque, dans les années 34, je crois. Il va donc assister aux premiers événements de la guerre civile espagnole. Et cet homme d'extrême droite, qui aurait dû être
du côté des nationaux, va dire tout le dégoût, toute la révolte que lui inspire le coup d'État des nationaux et avec la bénédiction émue de l'Église catholique. Et de tous les livres sur la guerre d'Espagne que j'ai lus, celui de Bernanos, paradoxalement, est le plus terrible et le plus dénonciateur, le plus violent et le plus désespéré, parce que précisément il était chrétien et qu'il ne supportait pas que l'Église catholique se fasse la putain de Franco. Les grands cimetières sous la lune, que je vous invite vraiment à lire. Un très beau texte qui est en poche désormais. Alors, dans Tout homme est une amie, c'est d'ailleurs un très beau titre, peut-être tu pourras me dire un mot tout à l'heure. Le narrateur arrive malade dans le village. C'est une grave maladie. Donc, en quelque sorte, il vient là faire son propre deuil, si j'ai tout bien compris. Il vient se préparer à l'échéance finale, semble-t-il. Et puis, bon, petit à petit, les résultats se font, des analyses, des examens, etc. Les résultats se font meilleurs petit à petit. Donc, bon, l'espoir renaît à lui. Alors, moi, je ne voulais pas être indiscret, bien sûr, je t'ai posé la question avant cette rencontre, mais tu l'as déjà rendu public, on sait que tu as été gravement malade. Alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à une corrélation entre le narrateur et toi. Et aussi, enfin, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as écrit ce livre pendant la maladie, comme une sorte d'exutoire, ou après la maladie, une fois que tu en étais sorti? Donc, j'ai en même temps obtenu le Goncourt et découvert le diagnostic de cancer, ce qui a fait une curieuse rencontre. Mais je dis aujourd'hui qu'au fond, le fait d'avoir la maladie, le fait d'être très loin de tout ce qui entoure le prix Goncourt m'a au fond protégée, préservée. Donc quand la maladie arrive, contrairement à ce que dit un des personnages au narrateur qui lui dit « Mon Dieu, vous avez la maladie, c'est formidable, cela va vous recentrer. » Quand on vous fait vous jette à la figure un diagnostic de cancer, vous êtes au fond de l'abîme, vous êtes dans le désespoir, vous avez peur de mourir, et tous ceux qui vous disent que la maladie va vous grandir, va vous ouvrir un autre monde, va vous faire voir les choses autrement, tout cela, vous avez envie vraiment de leur faire mal. Et puis il y a un moment où, effectivement, on sort du chagrin et on apprend à être mortel. Parce qu'avant la maladie, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'étais immortelle. Je me pensais immortelle. L'idée que la maladie et la mort pouvaient me terrasser était inconcevable, vraiment. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et donc j'ai appris tardivement à vivre en mortel, c'est-à-dire en essayant de vivre le moins stupidement possible, j'allais dire le mieux, mais le moins stupidement possible. Donc, comme je le disais à Gilles avant que nous nous rencontrions ici, pendant toute l'année 2015, j'ai été sans voix, sans désir d'écriture, sans goût de lecture. Je pense que j'étais tout occupée à me soigner et à vivre. Et puis, c'est au fond la colère, comme souvent d'ailleurs chez moi, la colère devant ce qui se passait pendant cette campagne présidentielle de 2016 qui m'a donné l'impulsion vraiment à écrire. Donc je dois beaucoup à tout ce qui s'est passé en 2016, que par ailleurs sordide. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, j'ai répondu. Et donc, oui, quand j'essaie
d'inventer une fiction autour de une fiction politique. La première chose évidemment qui me vient à l'esprit, c'est de me servir de la maladie et donc d'entrer dans la peau d'un personnage qui va essayer de se retrouver, de se rencontrer, de faire la paix avec lui-même après une période très, très tourmentée. Oui. Mais pardon, non, vas-y, Gilles, vas-y. Non, mais et donc, il est comme beaucoup dans l'idéalisation de la Provence, son ciel d'azur, sa lavande, etc. Et il arrive dans un village qui est un village qui se meurt. Qui est un village où les habitants ont le sentiment qu'ils sont les derniers représentants d'un monde qui disparaît, où les traditions à laquelle ils étaient attachés disparaissent. Ils ont le sentiment qu'ils sont les vaincus, les exclus de cette globalisation dont les élites, les fameuses élites, bénéficient, etc. Et ils sont dans ce café, dans l'entre-soi, ce qui est la pire des choses. L'entre-soi, on en parlera peut-être plus tard. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas pour se parler. Parler suppose un autre, parler suppose une différence, sinon on se tait. Ils se parlent juste pour vérifier qu'ils sont dans les mêmes dispositions vis-à-vis de ceux qui les menacent. Et ceux qui les menacent, en l'occurrence, c'est ce pauvre Anas. Qui n'est en rien une menace. Qui n'est en rien une menace. Tout ça va. C'est l'idée. Tout ça est totalement imaginaire. Mais si j'ai donné pour titre Tout homme est une nuit, c'est que lui non plus n'est pas exempt de maladresse dans cette histoire et dans son abord du village. Hein, il s'exprime avec des imparfaits du subjonctif et à la perfection ce que les autres peuvent ressentir comme une arrogance à juste titre. Quelqu'un me disait que dans la Grèce antique, quand un étranger arrivait, il se présentait. Il disait « moi, je m'appelle un tel, je viens, etc. » Lui, il arrive dans le café, il ne se présente pas, il ne sait pas faire. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce livre, il n'y a pas... Ce que je redoutais le plus au monde, c'est qu'on le lise avec, d'un côté, quelqu'un qui serait propriétaire du bien, de la bonne pensée, de l'humanisme, de l'horreur de la xénophobie, et de l'autre, de pauvres abrutis cultivant un fascisme ordinaire, etc. Je ne voulais en rien, mais en même temps, il fallait dire les choses. Alors, justement, je voulais revenir là-dessus, parce que ce groupe, qui est l'expression la plus brute finalement de l'animal, nous, qui défend son territoire, on sent maintenant chez eux une forme de fragilité. Bien sûr. Et qui va assez loin. Bon, on les sent barboter dans leur médiocrité, parce qu'en fait c'est ça que tu décris. Oui, l'absence dans leur médiocrité. Mais subie, c'est l'absence de culture, ils n'ont pas eu accès aux grands textes, etc. Même la médiocrité de leur vie, tout simplement, oui. de leur vie quotidienne. Oui. Je veux dire, bon. Et on est parfois à deux doigts de penser qu'ils en ont conscience de cette médiocrité. Ils en souffrent. Oui. Voilà, c'est ça. Quand ils sont ivres, ils le disent. Oui, absolument. Mais en fait, on sent cet étouffement. Chez eux, il y a une forme d'étouffement, une mise en boucle du discours, une mise en abîme du discours, qui est sans cesse sur ça, c'est tout le temps. Ils disent toujours la même chose. Oui. Enfin, peut-être on lira un petit passage tout à l'heure pour montrer... voilà, et donc, en même temps, on sent qu'il suffirait de pas grand-chose. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'ils comprennent leur situation, en fait. Là où ils en sont à l'instant présent. Et finalement, il manque un déclic. Mais ce déclic ne vient pas. Il n'y a pas de déclic. Il y a la parole d'Augustin à la fin. Il y a la parole d'Augustin. Mais Augustin ne s'adresse pas à eux, il s'adresse... Mais en s'adressant au Père, il s'adresse à eux tous, en quelque sorte. Peut-être.
Oui, on va y revenir oui, oui, parce que c'est celui que j'aime, Augustin. Non, oui, on le comprend bien. Peut-être on lit un petit passage alors parce qu'il y a quelque chose qui est important, on l'a dit au début, on va y revenir, c'est la langue du livre. Alors effectivement, ou les langues, plutôt parce qu'il y en a deux, effectivement. Il y a les imparfaits du subjonctif de Anas et il y a les injures, les insultes du petit groupe dans le bistrot. On va commencer par eux. Peut-être je vais lire, moi, les piliers du bistrot, et je te laisserai lire l'intello. Tu paries pour Trump ou pour Hillary, dit Émile. Pour la belle ou la bête? La belle, tu l'as regardée? Madame Henriette est plus bandante, dit Dédé. Un remède contre le viol, dit Émile en riant. Radical, dit Dédé. Ceci dit, une beauté qui n'a rien dans le crâne, c'est comme un anneau d'or dans le nez d'un cochon, dit Émile. C'est joliment dit Dédé. Trop aimable, dit Émile. Tu es un poète, dit Dédé. Je te remercie, dit Émile. Moi, je parie pour l'espoir, je parie pour Trump, affirma Marcelin. C'est un homme de poigne qui a la carrure. Trump, à ses yeux, était un autre lui-même. Tout au moins sur le plan du caractère. Volcanique comme lui, abrupt, comme lui tranchant, et peu sujet aux ruminations introspectives. Quant au plan géopolitique, disait-il, restons modestes. Il a promis qu'il foutrait tous les Arabes dehors, dit Dédé en caressant son menton avec satisfaction. Ça va chauffer, dit Marcelin en se frottant les mains. C'est juste un petit aperçu. Hein. Je ne sais pas, je choisis ce passage. Si tu veux. Mais je ne sais pas trop. Alors, l'autre partie, c'est sous la forme d'un journal qui a commencé à écrire le héros du livre. Bon, tu peux prendre... Au hasard, vraiment. Au hasard. J'avais infiniment aspiré à la solitude. J'avais infiniment désiré hiverner, me couper des autres, me tenir à l'écart de presque tout. Mais au bout de 2 mois de ce tête-à-tête avec moi-même, j'étais si empêtrée dans mes perplexités, si écœurée de ma personne, si las de me donner la réplique, que j'en arrivais à souhaiter que n'importe qui va me parler de n'importe quoi, et même de choses artistiques. Je saurais surmonter le dégoût que m'inspiraient ces bavardages que je n'avais que trop subis durant mes années d'enseignant. J'étais à ce point fatiguée de mes stériles soliloques que j'en venais même certains jours à regretter mes scènes de ménage avec Lucille. Je n'avais désormais qu'un but, me séparer de moi, à l'amiable, si possible. Donc là, ce qui m'a fait souffrir, Gilles, je le dis tout de suite, c'est que jusqu'à présent, ce que j'aimais faire par-dessus tout, c'était de mêler la belle langue, celle des imparfaits du subjonctif, la parfaite, le bien dire parfait, avec la langue populaire et les mélanger vraiment, et sans les hiérarchiser, en les mettant vraiment à la même hauteur, puisque je considère que l'une et l'autre sont aussi belles et aussi importantes l'une que l'autre. Là, je me suis vraiment, vraiment efforcée de les séparer parce que je me disais que si ces gens étaient la proie de ces idées populistes, plus ou moins fachos, c'est parce qu'ils étaient pauvres de langue, précisément, pauvres de culture, et que donc il fallait les dire pauvres de langue. Et ça a été un effort et même une douleur pour moi de leur prêter cette langue pauvre, alors que précisément je pense qu'il y a une langue populaire extrêmement belle, extrêmement riche, et en rien misérable. D'ailleurs, on le sent très bien à un moment dans le livre, quand il est question des lectures d'Augustin, justement. Alors Augustin, pour vous préciser, c'est le fils du patron du bistrot. Et c'est son antithèse. C'est lui aussi un intello, en fait. Donc il est en conflit permanent avec son père, vous le comprenez bien. Et donc il lit beaucoup, et tu as pris un malin plaisir quand même à citer des auteurs qui sont rangés dans sa bibliothèque.
dont Éric Chevillard. C'est un petit clin d'œil, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc il y a effectivement cette dichotomie entre les niveaux de langue d'une part, mais aussi, c'est comme si tu disais aux lecteurs, aux gens, c'est comme si tu disais, la seule façon d'en sortir, c'est ça. C'est la culture, c'est la littérature. Est-ce que la littérature, c'est une arme de combat? Mais oui, je te répondrai là-dessus, mais surtout sortir de l'entre-soi. Parce que nous vivons tous, et quelques niveaux de la société, je crois, souvent dans l'entre-soi. Les écrivains entre eux, les bourgeois qui se marient entre eux, etc., les pauvres entre eux, etc. Or, s'il y a une lecture qui m'a fait un effet bœuf, qui est inoubliable pour moi, c'est celle de Hannah Arendt, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la politique ?» Et elle dit ceci. Elle dit « Il y a le désert-monde ». Elle appelle le désert-monde le monde où les gens survivent, sans culture, sans s'approprier leur langue, en subissant leur sort, etc. Et puis, il y a des oasis, comme ici, c'est-à-dire des lieux où des gens s'écoutent, se parlent, lisent, etc. Et elle disait cette chose, inoubliable pour moi, c'est que si les gens de l'oasis ne vont pas dans le désert-monde, ne vont pas essaimer dans le désert-monde va rester le désert-monde et l'oasis va s'ensabler et disparaître. Donc, s'il y a une chose vraiment mais je ne sais pas si le livre la porte assez, c'est cet entre-soi redoutable dans lequel nous sommes presque tous, pour mille raisons, et dont nous avons tant de mal à sortir. Dans l'entre-soi, on ne fait que se bercer de choses connues, rassurantes. Oui, mais comment faire? Comment faire? Oui. Comment faire pour que l'oasis aille Ben, je crois que si j'ai bien écouté toutes ces personnes ici qui organisent le travail en bibliothèque, elles jettent mille bras tendus vers mille endroits. Ça c'est une façon. Et peut-être chacun personnellement de ne pas rester dans son camp à soi rassurant et réconfortant, mais peut-être écouter bref, c'est facile à dire évidemment. Mais moi il me semble... C'est terriblement difficile. Et en même temps terriblement... Oui, mais à la portée de chacun en même temps, me semble-t-il. Non? Mais on en discutera tout à l'heure. C'est sans doute à ce prix qu'on évitera la barbarie. Et absolument, absolument. Alors, tu t'inquiétais de savoir si ce Cantasso a été rendu dans le livre. Je te rassure, oui, il est rendu parce qu'effectivement, il y en a deux, il n'y en a pas que. Et absolument, absolument. Il n'y a qu'Augustin qui, lui, parle aux uns et aux autres et qui va, et avec Anas, et j'ai oublié le nom de la jeune fille. Je l'ai oublié aussi. Bref, il faut une espèce de mini-réseau où ils sont différents. Enfin, c'est toi qui l'as écrit. Mais je les oublie, hein, les livres. Avec plaisir, d'ailleurs. Ce qu'il y a d'inquiétant dans ce livre, c'est que quand même, ça décortique une sorte de mécanique qui est relativement implacable. On a du mal à imaginer une solution. En fait. C'est pour ça que je te demandais comment on fait. Parce que ça démonte une espèce de mécanique implacable qui, au bout du compte, ne peut aboutir qu'au pire. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. En tout cas, ce qui se passe... Est-ce que tu as cette crainte-là? On sort un petit peu du livre. Est-ce que toi... Mais bien sûr, j'ai peur. À travers ton parcours psy, on va dire, etc., est-ce que tu as cette crainte-là dans la société d'aujourd'hui? Mais bien sûr, bien sûr, j'ai peur. Oui, bien sûr. D'autant qu'on est cerné par des pays qui laissent une place importante à ces partis xénophobes, racistes, fascistes, etc. Bien sûr, j'ai peur. Mais il se passe, là, je crois, ce que... J'oublie tous les mots, là, c'est aujourd'hui.
écrit sur le bouc émissaire, venez à mon secours. Girard. Hein, ils se mettent, ils ont besoin de se mettre ensemble devant la menace imaginaire. Ils ont besoin d'être ensemble parce qu'ils sont fragiles, comme tu l'as dit, parce qu'ils sont fragiles. Et alors, pour avoir relu, parce que je me suis dit, j'ai relu des choses après avoir écrit, et ce que dit Girard, qui m'a profondément troublée, bon, il dit à quoi sert le bouc émissaire. Il sert à unifier le groupe, évidemment, à faire que le groupe soit uniforme, pense la même chose, etc. Mais il dit que d'abord, il dit que la victime doit présenter un certain nombre de caractères. Tu as dit tout à l'heure qu'il était intellectuel, etc. Mais ce que dit Girard, qui m'a infiniment troublée, c'est qu'il dit que la victime doit consentir à l'être. Ça, c'est une solution, peut-être, que les victimes ne consentent plus à l'être. Puisque tu dis. Mais bon, mais je n'étais pas du tout à chercher politiquement des solutions. C'était pas. Je voulais juste dire un état de fait qui m'a fait peur et fait mal en 2016. C'était juste ça. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans cette montée du populisme, est-ce que ça n'est pas la démonstration d'une certaine forme d'impuissance politique aussi? Sûrement, bien sûr. Sûrement. Comment, voilà, parce que c'est peut-être là qu'est le... C'est mille choses, et cette peur sauvage et humaine d'autrui, de l'autre, tout simplement. Et je disais que c'était... Je te racontais tout à l'heure, j'ai un voisin que j'adore, dans le village où j'habite. J'habite dans le Gard, dans un petit village. Et j'ai un voisin qui est vraiment une des personnes que j'aime profondément, qui est profondément généreuse, profondément gentille au beau sens du terme. On va la voir il y a une quinzaine de jours avec mon ami parce qu'il est malade. Et je sais à quel propos il dit, enfin, je ne devrais pas rire parce que c'est tellement sidérant. Il me dit, et puis tu sais, les Roms, ils sont encore plus feignants que les Arabes, dit-il. Et Hitler, il aurait dû les passer au four. Non, mais il dit ça tranquillement. Et pour moi, c'est une énigme qui ne s'explique pas seulement, mais bien sûr par des choses politiques. Et on pourrait voir pourquoi cette région est devenue une des régions de prédilection du FN. On pourrait et ça s'est fait. Dire en quoi par exemple la différence des revenus où l'écart est un des plus grands. Hein. Il y a les gens qui sont sur le port de la Méditerranée qui ont des revenus ahurissants, puis les gens de Bagnols-sur-Cèze qui ont des revenus très pauvres. Bon, ça c'est une chose qui participe. L'arrivée dans les années 70, on parlait tout à l'heure des Maghrébins qu'on appelle pour venir travailler, etc. Il y a un certain... et qui fait que ça inspire la peur, etc. Mais il y a quand même au fond, me semble-t-il, quelque chose d'énigmatique dans cette peur fantasmée de l'autre. Mais... Oui, mais d'accord. Il y a quelque chose d'énigmatique, mais on s'en fout, c'est les résultats. Mais bien sûr. Ce qui se passe après, quoi, oui, qui est plus dramatique. Quoi. Bien sûr. Et cette espèce de, je sais pas, d'inconscience collective, collective, de non-réaction, finalement, de non-réaction, c'est ça. Mais Bernanos a beaucoup réfléchi, justement, sur la capacité des hommes au déni. Oui. Puisque quand il écrit en 1936, faites attention l'Europe, la guerre civile d'Espagne, c'est juste une préparation inaugurale à un désastre plus grand, personne ne veut l'entendre. Personne. Et il dit, d'où vient ce déni? D'où vient notre capacité humaine à écarter la menace dès lors qu'elle dérange
dérange notre confort. Et il dit, ça n'est pas parce qu'on est mal informé. À l'époque, les intellectuels français sont tout à fait informés de ce qui se passe en Espagne. Ça n'est pas bêtise, enfin ça n'existe pas. Il dit c'est une passion. C'est la passion de l'ignorance, comme disait Lacan. Notre passion de l'ignorance, notre passion de ne pas vouloir savoir, mais qui est vraiment au cœur des hommes. Peut-être, mais je ne sais pas, peut-être vous aurez d'autres opinions tout à l'heure quand on échangera. Mais en tout cas, tu as raison de dire nous avons une capacité de déni extraordinaire. Alors, de façon inconsciente, de sous-estimer la gravité de la situation. Oui, c'est ça, de ne pas... Oui, c'est la même chose. Oui, de ne pas vouloir mesurer ce qui se passe. Alors, il y a quand même une petite lueur d'espoir avec Augustin. C'est quand même... Alors, c'est tout à fait juste, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Je veux dire, un tel personnage pourrait avoir un tel fils pourrait avoir un tel père. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est dans l'espoir, la lueur d'espoir, elle est dans sa rébellion finale. Oui. Pour moi, il est mon prince Mychkine à moi. Le prince Mychkine, c'est l'idiot de Dostoïevski, qui est d'une bonté absolue et d'une bonté exceptionnelle, qui le fait par exemple discuter avec un chambellan chez un aristocrate parce qu'il ne sait pas qu'il faut marquer du dédain pour un chambellan. Mais moi j'adore où le brave soldat Schweik aussi qui sont dans une candeur d'enfance et d'une espèce de bonté tellement grande qu'elle paraît comment dire, suspecte aux yeux de ceux qui sont incapables de l'éprouver. Mais c'est une bonté qui, à mon avis, qui n'est que romanesque. Je crois pas qu'il y ait de personne au monde qui ait la bonté d'Augustin. Si, pas à ce point. Il y en a, à ce point. C'est une forme de naïveté en même temps. Oui, c'est plus que ça. C'est une empathie pour toute chose et tout être absolu. C'est ce que toi tu as dans la tête sur ton personnage. Oui, c'est pas comme ça que tu le lis. Non, pas tout à fait. On s'explique là. Oui et non. Parce qu'en fait, moi, pour moi, il a pris le contre-pied du père. C'est clair. Mais bien sûr. Il a pris les excès du père, il les a reportés dans des excès à lui. Et d'ailleurs, dans les rencontres que j'ai faites auparavant, la question est venue souvent de ce rapport. Donc le père, c'est le cafetier, autoritaire, despotique, sûr de lui, fragile au fond, mais toujours fermant la gueule aux autres, etc. Et Augustin, c'est donc le fils. Et dans les rencontres que j'ai faites précédemment, ce qui se disait, c'est que c'est parce que le père est autoritaire que le fils, au fond, s'émancipe. Qu'il y a un bienfait à cet autoritarisme, c'est l'émancipation. Aujourd'hui, avec les nouveaux pères, qui ne sont pas despotiques, qui sont comme toi, qui sont des démocrates, comment les enfants vont s'émanciper? C'est à inventer, il me semble, ça. Parce que c'est inquiétant ce que tu dis là. Mais non, c'est beau. Ça laisse supposer qu'il faut un père autoritaire. Non, justement. Enfants, Mais non, c'est à inventer. Je dis, les nouveaux pères ont à inventer pour leurs enfants de nouvelles formes d'émancipation. Au contraire, c'est beau, c'est un avenir qui s'ouvre, me semble-t-il. De mon expérience de père, on ne théorise pas des masses quand même. On vit, on fait au mieux. Et je crois que la meilleure des choses, je crois, c'est l'exemple qu'on peut donner, c'est tout. Après, oui, bien sûr. Là, évidemment, dans ce cas-là, Augustin aurait dû être un facho fini. Et il ne l'est pas. Mais oui, il se construit par opposition. Mais oui, parce qu'il a un père autoritaire, il est forcé
à l'émancipation. C'est comme ça que ça se passait depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça se passe dans l'Ancien Testament, entre David et Absalom, par exemple. Les pères se révoltaient contre les fils se révoltaient contre les pères. Et une question brûlante aujourd'hui et belle, je trouve, c'est que les pères ne sont plus, à quelques exceptions près, dans cette position assise, sur d'elle, autoritaire. Ils sont devenus ouverts. Patriarche. Oui, c'est fini, la figure du père patriarche, plus ou moins. Donc par où, comment va se faire cette émancipation qui commence à se faire, j'imagine. Sauf que j'apprends que les adolescents restent chez leurs parents jusqu'à je ne sais quel âge, pour X raisons. Mais c'est un des effets, probablement. Mais il y a beaucoup de réactions on déborde de tout homme est une nuit largement, mais c'est bien de déborder, non? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce rapport-là, il y est. Il y est. Oui, j'avais très envie d'aborder cette question de... Moi, j'avais un père, par exemple, terriblement autoritaire. Terriblement. Mais ce qui m'a... Et je crois qu'au fond, c'est-à-dire quand on a un père très autoritaire, où on est écrasé, hein, et on fait ce qu'il dit et on obéit, ou on se révolte. Mais il n'y a pas d'autre manière. Il y a plusieurs formes de révolte. Oui, oui, bien sûr. De fuite. Oui. De révolte ou de fuite. Bien sûr. Bon, moi j'en ai, pour ce qui concerne le livre, après on va laisser la salle s'exprimer peut-être, mais juste j'ai 2 ou 3 questions peut-être en dehors du livre. D'abord ce prix Goncourt, on sait tous, on a tous lu des choses, des livres qui ont été écrits dessus, que ça pouvait être aussi bien un bienfait que le mal fait, c'est-à-dire bloquer la capacité d'écriture, générer des tourments incroyables, enfin, etc. Comment tu l'as reçu, toi, ce prix, mis à part le fait? Oui, mais si tu veux, j'ai eu la nostalgie de la joie que je n'ai pas éprouvée, mais vraiment. C'est-à-dire, mais non, c'est vrai. J'étais trop fatiguée. À l'époque, j'étais sous chimio, mais alors chimio ravageuse. Et j'étais trop fatiguée pour me réjouir. Je pouvais juste voir chez mes sœurs qui sont devenues littéralement dingues, qui ont téléphoné à peu près à l'univers entier. Et je voyais bien, je voyais bien qu'elles avaient qu'il y avait de la joie. Et j'étais trop fatiguée pour la ressentir. Et donc, non, ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est lié au Goncourt? Est-ce que c'est lié à la maladie? C'est cette espèce de désert que j'ai traversé en 2015. Où là, j'avais le goût à rien, si bien que quand c'est revenu, je te l'ai dit par mail, j'étais si contente que ça revienne, que je crois, je le dis là, je ne devrais pas, hein, je suis allée trop vite pour ce livre. Je suis allée un peu trop vite. Mais c'est pas grave. Mais il fallait. Je l'ai écrit en 3 mois, ce qui est très peu. Et aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû faire avancer, j'aurais dû faire arriver Augustin plus tôt, etc. Mais voilà, j'étais dans une espèce de frénésie comme ça, et je prendrai mon temps pour le prochain. Voilà, alors c'était la question suivante. Est-ce qu'il y a un prochain? Est-ce que tu as des projets en cours? Là, je travaille sur cette sculpture de Giacometti, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle L'homme qui marche. Qui me, je ne sais pas comment dire l'effet que ça me fait. Tu le vois? Oui. Tu le vois, l'homme qui marche. Donc voilà, à la fois l'homme réduit à presque rien, nu, sans aucun de ces objets qui nous tiennent, seul, et ployé par le poids de je ne sais quoi, de l'histoire, et cependant il marche, il va vers l'avant. Et ça, cet homme éprouvé dans un monde, je crois que c'est après la guerre, hein,
dans un monde qui a survécu à l'effondrement, etc., au bord de l'extinction, la peau et les os, avec des pieds beaux, et qui continue, enfin, en tout cas, qui Giacometti, par je ne sais quel miracle, donne le sentiment qu'il va de l'avant. Voilà, moi ça me réconforte. Parce que justement, il n'y a pas le déni de l'épreuve et du malheur, pas du tout, ni de ceux qui menacent, et en même temps, cette obstination, voilà ce que j'essaie d'écrire en ce moment. C'est un roman Alors, ou un je texte... vais vous faire des aveux. Le projet, c'était que 5 écrivains faisaient cette expérience d'être enfermés dans le musée Picasso toute une nuit, avec lit de camp, ordinateur et une bouteille d'eau. Loup? Oui. Oui, j'aurais dû mettre de la vodka. Non. Et alors, je vous fais un aveu, mais ne le dites à personne. J'en étais incapable, donc j'invente. Mais j'ai eu l'autorisation de l'éditeur. J'invente que je passe une nuit au musée Picasso pour l'exposition Picasso de Giacometti. Voilà, et ce qu'il avait de ce rapport et du musée et de la fonction du musée, et de toutes ces choses. Tu es consciente qu'en le disant à tout le monde, là, tu t'es grillé aussi, parce qu'en fait, Non. ça s'appelle une supercherie littéraire. Une fiction, voilà. Alors, puis après, une petite dernière question qui a un petit côté curieux, et peut-être malsain, je ne sais rien, sur ta rencontre avec Manuel Valls en 2015. Elle est brève. Et ta mère, je crois que ta mère était là. Ah non. Ah non, Non, elle était elle était morte avant. Elle était morte 7 ans auparavant. Elle aurait été fière que je sois dans le camp d'Argelès-sur-Mer. C'est juste pour savoir si vous aviez parlé français, catalan, espagnol. Mais il faisait un discours officiel. Donc Gilles fait référence à un discours de Valls en 2015 où il se recueille sur Letton, enfin sur un mémorial d'Argelès-sur-Mer où mes parents ont été en camp de concentration et j'avais été invitée par la mairie à être présente. Donc on a attendu 2 heures dans le froid que le représentant politique arrive, en retard évidemment. Il a touché quelques mains, il a fait un discours et il m'a dit merci de votre présence. Voilà à quoi se résume notre rencontre. Je pensais que vous aviez eu un échange. Non, c'est une non-rencontre. Bon. C'est comme dans le livre. Tout le livre, c'est une non-rencontre. C'est ça le livre. C'est le drame de la non-rencontre. Bon, alors on va peut-être, maintenant, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Ou des remarques. Ou des remarques. On va faire circuler le micro, si nous voyons des bras se lever. Vous avez un micro? Comment peut-on faire? Il n'y a personne, Gilles, pour faire circuler les micros? Si. Merci. Au début de votre entrevue, vous avez parlé de l'étranger. L'étranger de nous-mêmes, l'étranger, l'être un peu en dehors du normal. Et j'ai appris, j'ai pas lu, je connais pas votre livre, j'ai appris que vous étiez psychanalyste. J'étais pédopsychiatre, Ouais. plus exactement, Donc, dans un CMPP. Moi, j'ai vécu et je continue à vivre en tant que patient. Ça a été l'histoire de ma vie. Depuis 20 ans, je suis en psychanalyse, enfin en psychiatrie, avec de nombreuses hospitalisations. Et je voudrais dire une chose, c'est que l'étranger de nous-mêmes, c'est dur de sonder la détresse des autres. Et quand
quand on arrive à sonder cette détresse, on a une motivation pour faire quelque chose de ça. Et moi, c'est un vrai combat que je veux mener à mon niveau, mais je pense que bon, il y a des gens qui sont peut-être concernés par les institutions, et je dois dire que la psychiatrie, je l'ai connue depuis mes 20 ans, c'est un milieu qui a évolué dans un sens, mais effectivement, les fous ne sont plus les mêmes, et les structures modernes ne sont plus les mêmes, les thérapies ne sont plus les mêmes, les étiquettes ne sont plus les mêmes, mais le fonctionnement est toujours pareil. Je veux dire, les espaces s'ouvrent sur des lieux où on peut parler, où on peut échanger, les fenêtres s'ouvrent, mais dans le fond, le problème reste le même. Et je me sens concerné par ce problème, j'aimerais agir, c'est très compliqué, et surtout quand on est à l'intérieur, qu'on veut faire quelque chose, pas d'une façon révoltée, mais aider les autres, les copains qui sont là, c'est très compliqué, parce qu'il y a toujours cette chape où on vous dit, vous êtes trop bien, donc vous êtes malade. Et ça, ça a été la galère dans ma vie, parce que à chaque fois que je me sens bien, on me dit, vous allez pas bien. Voilà. Je suis pas un révolté, mais j'ai besoin de dire ça. Bien sûr. Voilà. Je comprends tellement, Oui. Mais vous savez, l'étiquette du fou, elle est dans la tête des psychiatres, hélas, peut-être encore, mais surtout dans la tête des gens qui le conçoivent comme quelque chose de menaçant, sans doute pour ne pas considérer leur part de folie à eux la plupart du temps. C'est ça qui est difficile, c'est difficile à admettre. C'est au fond le même problème que celui dont on parle. On le projette sur l'autre, et l'autre devient une menace. Mais non, merci de votre témoignage en tout cas, et continuez. Vous disiez, je ne vous vois pas. Vous disiez que vous regrettiez d'avoir terminé ce livre peut-être un peu rapidement. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait, pour vous, écrivaine, la fin d'un livre. Oui. Mais je vais vous répondre le plus... Ça n'a pas valu pour celui-là, pour tous les autres, c'est quand c'est la fin du désir d'écrire. C'est pas la fin logique d'une narration, c'est la fin de quand mon désir s'épuise, quand je ne suis plus réveillée la nuit pour écrire parce que le désir me réveille, parce que normalement, je me réveille comme tout le monde, je sais pas, 7h, 8h après. Quand j'écris un livre, le désir me réveille, mais vraiment, à 3h, 4h, au moment où j'aime écrire. Donc pour les livres précédents, quand je sentais que ce désir-là flanchait, je me disais, il ne faut plus écrire. Sinon tu vas écrire des choses molles, bref. Celui-là, j'étais dans la frénésie de le commencer, dans la frénésie de le terminer, dans la frénésie de le publier, bref. Je crois que c'est vraiment lié à cette période, je crois, qui a précédé de désert, qu'il fallait absolument rayer, je pense. Je crois que c'est Henri Miller, qui a dit on sait qu'un livre est terminé quand il vous rejette. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait que le bouquin est terminé parce qu'on ne peut plus y rentrer. Il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de fin. F-A-I-M. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour ces mots. Vous parlez d'Emmanuel Loaz, ça me faisait penser à la phrase qu'il avait dite, comprendre c'est exclusi, qui m'avait beaucoup choquée. Donc j'imagine qu'en tant qu'écrivain, vous essayez de comprendre et de faire comprendre au lecteur justement ces gens qui n'appartiennent pas à leur monde. Et donc moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est ce travail sur la langue que vous avez fait sur ce livre-là, que je n'ai pas lu, mais j'avais lu Pas pleurer. Dans Pas pleurer, le travail sur la langue, le mélange d'espagnol, etc., vous venez de votre famille.
Là, est-ce que vous faites un travail, j'allais dire un peu d'ethnologue, en tout cas d'observation, d'écoute, de prise de notes, puisque vous vivez dans un petit village? Oui, je vis dans un village d'où je... Voilà. Est-ce que vous avez ce travail de recueil et puis de transformation après ou... Et je vous disais, c'était une chose assez douloureuse parce que j'ai travaillé à l'appauvrissement de la langue. C'était ça le travail. Et je me disais, mais c'est une folie de faire ça, ça va effrayer tout le monde. Mais en même temps, il me semblait qu'il le fallait. Mais vous disiez quelque chose auparavant qui m'intéresse presque davantage. Vous disiez comprendre. Et il y a dans le livre un professeur de l'éducation nationale à qui on reproche, qui se fait lui-même le reproche de ne pas agir parce qu'il s'évertue à comprendre la complexité des choses, à comprendre ces gens qui disent des horreurs, jusqu'au jour. Et c'est un peu la position des intellectuels, hein, à force de considérer que les choses sont compliquées, que les choses sont pas aussi manichéennes qu'on le croit, etc., qu'il n'y a pas le bien et le mal, etc. On finit par être paralysé jusqu'au jour dont ce professeur de l'éducation nationale touche à l'insupportable, enfin, se dit que c'est insupportable, et là, il le fait savoir. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais il me semblait important qu'il y ait cette figure-là aussi, qui était un peu la mienne écrivant. C'est-à-dire, est-ce qu'il comprend, pas juger, tout homme est une nuit, il n'y a pas le bien et le mal, il n'y a pas les fachos et les autres, jusqu'à ce que l'insupportable arrive. Et là, il faut se prononcer. Sinon, c'est grave, me semble-t-il. Est-ce que, s'il vous plaît, vous ne pensez pas que dans l'ensemble, avec toutes les théologies différentes qu'il y a en ce moment, avec toutes ces fractalisations d'États, par exemple, l'Écosse, l'Irlande, dans tous les pays, il y a des fractalisations partout. Est-ce que vous ne pensez pas que, quand même, maintenant, avec l'éducation que les gens ont, au niveau de la tectonique des plaques et tout ça, on ne puisse pas remettre cette théologie à sa juste valeur? Cette théologie, qu'entendez-vous par théologie? Les théologies des différentes religions et les théologies différentes, quoi. Voilà. Je ne comprends pas tout à fait. Pardon, excusez-moi. Je ne comprends pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, maintenant, tout le monde sait, au point de vue, ce qui se passe pour la tectonique des plaques et l'influence qu'elle peut avoir si des fois il y a une différence de niveau entre le Pacifique et l'Atlantique. Ça peut apporter une espèce de petite cascade. Enfin, bon. Et est-ce qu'on ne peut pas tenir compte plutôt de ça que de ces différences théologiques, par exemple, qui se passaient du Nord et puis d'Irlande du Sud, et avoir bien sûr que ça se fractalise encore plus ailleurs? Voilà à peu près mon... Je n'ai pas de réponse pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur, je suis désolée. Oui, vous avez parlé d'Augustin et du fait qu'il se définit par rapport au père, mais la mère, quand même, elle joue un rôle. Oui. Il y a des femmes, Mina notamment, c'est la jeune fille dont vous parliez, Oui. il y a quand même des personnages féminins qui sont présents et qui jouent un rôle important. Enfin, je pense que vous avez voulu leur donner un rôle important. Oui, parce qu'elle fait quand même de la résistance passive, la mère. Peut-être qu'elle n'est pas active, mais elle joue un rôle même dans le comportement ou le caractère d'Augustin. C'est vrai. Qu'est-ce que vous trouvez que les personnages féminins... Mais c'est vrai que dans ce livre-là, à la différence d'autres livres, les personnages féminins sont plus secondaires que les autres, semble-t-il. Pourquoi ? Moi, je dirais quand même que la mère d'Augustin, pour elle, Augustin, c'est sa vengeance contre Marcellin. Oui, c'est vrai. Il endosse quand même aussi le discours, même s'il est un peu muet de la mère. Oui, mais la structure du livre, c'est un narrateur, un café des sports où il n'y a quasiment que des hommes. C'est ça la structure du livre. La jeune fille, vous l'avez mis bien Mina. Oui, elle apparaît dans le journal d'Anas, mais... et dans le discours des hommes aussi. Aussi. Mais c'est vrai qu'il y a moins de place que dans cette femme, où là je donne la parole à cette femme magnifique. Mais
Oui, bien sûr, mais je crois quand même qu'elle a un rôle important. Oui, Puisqu'elle est aussi dans les discours des hommes au café, et ce qu'ils en disent n'est pas toujours non plus... Oui, ils sont évidemment machistes, évidemment avec une sexualité. Parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que, d'après les psychanalystes, dans le racisme, ce qui se joue, c'est l'envie de la jouissance de l'autre. Hein? Il a une plus grosse queue que la mienne, etc. Non, c'est un des facteurs du racisme, on l'a beaucoup dit. Et donc, on prête à Das une jouissance, une capacité à faire jouir complètement imaginaire et qui est une des causes, dit-on, disent les psychanalystes, du racisme. Et qu'on peut vérifier tous les jours. À propos du discours sur les Noirs, notamment. J'ai jeté un froid, me dis-je. Moi, je croyais avoir jeté un chaud, mais... Je voulais vous dire quelque chose. Je suis très contente de te retrouver. Vraiment, vraiment. Mademoiselle est venue au dispensaire où j'exerçais quand j'étais pédopsychiatre. Et voilà, je peux le dire, hein? Oui, bien sûr. Formidable. En fait, j'aimerais vous parler de votre livre, votre œuvre. En fait, c'est que... je voulais dire cela parce que pour moi, le regard de votre livre me pose plein de questions parce que pour moi, le regard de l'autre, oui. le regard des étrangers me porte beaucoup, sur le cœur. Le regard des étrangers sur nous, les personnes porteurs d'handicap, bien sûr, nous fait du mal. Bien sûr. Et pour dire cela, je voulais vous dire que que lorsque vous épuisez sur votre écriture, donne beaucoup à ce sens-là. Bien sûr, tu as tout compris. Bien sûr. C'est exactement ça. Exactement ça. Merci. Je voulais revenir sur ce que vous disiez de l'entre-soi. Parce que j'aime bien voir les gens. Je suis là. C'est assez paradoxal parce que à la fois, effectivement, tout le monde a tendance à se réfugier dans l'entre-soi, alors les intellos, les bistrots, etc., les hommes, les femmes. Mais et en même temps, c'est souvent c'est la plupart du temps d'une rencontre de l'autre, que ce soit par les voyages ou d'autres moyens, ou dans la rue, qu'on éprouve, ou dans le bus, qu'on éprouve les plus grandes joies. En tout cas de l'émerveillement, de la curiosité, une espèce de la joie. Donc c'est assez paradoxal. Mais il me semble que... Pourquoi c'est paradoxal? Eh bien parce que c'est justement en sortant de l'entre-soi qu'on se sent bien, alors qu'on a tendance à s'y réfugier. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve ça paradoxal. Et il me semble que ce qui ferme à l'autre et qui favorise cet entre-soi mortifère pour tout le monde, c'est quand même essentiellement la peur. Alors il y a certainement
On peut parler de psychanalyse, etc. Mais je pense quand même qu'il y a des phénomènes globaux, sociaux, de groupe, qui agissent avec une force énorme. Et la peur, au départ, c'est un outil utile pour survivre, pour ne pas se mettre en danger, etc. Mais par contre, quand elle dépasse un certain seuil, elle provoque toutes les réactions que vous décrivez dans ce livre et qu'on peut observer tous les jours. Et cette peur, il me semble qu'actuellement, parce qu'on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire, actuellement, elle nous est distillée plus que jamais, en permanence. Et moi, je pense que c'est une stratégie politique. C'est-à-dire que ne pas écouter les informations tous les matins à la radio ou à la télé ou ailleurs, d'ailleurs, ça devient une véritable source de résistance. Parce que moi j'ai l'impression qu'on nous instille tous les matins de la peur de n'importe quoi, que ce soit l'accident d'autobus qui s'est passé à l'autre bout de la planète, le terrorisme, peu importe, il y a toujours quelque chose de terrifiant et qui nous ramène aussi à l'impuissance. Et ça, j'ai l'impression qu'on se prend des piqûres tous les jours d'impuissance et de peur. Et c'est ça qui permet que ce qui se passe aujourd'hui se passe, d'où les réactions le retour vers l'entre-soi, la recherche d'un bouc émissaire, enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là, mais il me semble qu'en termes de résistance, il y a tous les engagements politiques qu'on veut, mais il y a aussi se protéger soi-même pour ne pas être entraîné dans cette guerre de tout le monde contre tout le monde. Et en venant venant à Béziers, je lisais des infos pour m'occuper dans le train, et j'ai découvert qu'une des informations qui circulait, c'est qu'il y avait une cache d'armes chez les zadistes de l'aéroport de Nantes, cache d'armes totalement imaginaire, et que des images circulaient pour faire peur. Oui, il y a une instrumentalisation de la peur, vous avez raison de le dire, comment y résister, mais il faut y résister aussi à plusieurs, ensemble aussi. Vous disiez au début que vos parents étaient espagnols, qu'ils sont partis en camp, et je me demandais si inconsciemment, après une carrière de médecin dont vous n'étiez pas dans l'écriture au départ, vous ne cherchez pas, comment dirais-je, à les protéger, même s'ils ne sont plus là, parce qu'ils ont été considérés comme des étrangers, que je pense que génétiquement, peut-être on reste un étranger toute sa vie, et que quelque part, vous voulez apporter aussi, comment dirais-je, une transmission, et que c'est peut-être justement génétique, l'angoisse qu'ils ont ressentie, et qu'ils vous ont peut-être transmis inconsciemment, même avant que vous soyez là. Oui, un héritage. Un héritage. Et disons que vous voulez défendre l'étranger qu'ils ont été aussi. C'est peut-être quelque chose que j'extrapole. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous savez, donc, moi j'ai passé une partie de mon enfance et mon adolescence et même de mon âge adulte à, comment dire, en quelque sorte m'arracher à la classe sociale à laquelle j'étais destinée. Et on fait tellement d'efforts pour en sortir, et tellement d'efforts, que je n'ai pas eu ce réflexe à Annie Ernaux, c'est-à-dire de faire de la matière même de l'exclusion, de l'infériorité, la matière de livre. Mais j'ai fini par y arriver. J'ai fini par y arriver doucement, ne pas pleurer, peut-être avec celui-là, vous avez raison de le dire. Il y a... Pas si sûr que ça. Mais ça apparaissait. Je crois que c'est dans tous tes livres. Oui, peut-être, mais de façon très ténue. Pas si ténue que ça. Juste allusive. Le portrait de l'écrivain d'un animal domestique. Oui. J'ai plus les autres titres en tête, mais enfin, il y a toujours cette sans doute notion d'éléments uniques qui se positionnent par rapport aux autres, enfin, etc.
Oui, il me semble que tu as raison. Il me semble que c'est un travail de mémoire et peut-être une sorte de testament que vous faites pour aussi... Pas pleurer, c'était vraiment, vous avez raison de dire testament, puisque ma mère était morte. Donc je l'ai écrite et que c'était vraiment une façon de la... Mais là, on parle clairement quasiment d'autobiographie, hein. Pas pleurer, c'est vraiment la vraie histoire de ta mère, mais y compris sous les atours de la fiction, il me semble qu'il y a ça. Sans doute que c'était présent, bien sûr. Et on ressent dans votre façon de parler et votre calme une façon de vous dire je veux protéger, je veux protéger cet étranger qui est encore en moi et qui sera toujours en vous, puisque vos parents ont fait un chemin pour arriver jusque-là, et de vous défendre, mais en même temps d'avertir qu'il y a danger justement à se replier et à devenir un étranger pour quelqu'un d'autre ou pour une nation. Ou à se complaire dans une position de victime aussi. Tout à fait. Ce que ne faisait pas ma mère. Elle ne disait pas pleurer. No llorar. Merci, en tout cas. Oui, bonjour. Je ne lis pas beaucoup, mais j'ai bien aimé la citation que vous avez donnée tout à l'heure de Hannah Arendt, de l'oasis. Il faut que les gens de l'oasis aillent vers le désert. C'est Qu'est-ce que la politique, c'est en poche. Le petit livre de Hannah Arendt est très facile à lire. Et c'est vrai que magnifique. Si chacun d'entre nous on a ça en tête, je crois qu'il y a des expériences qui peuvent être vécues d'aller vers l'autre et de vaincre la peur. Et comme l'a dit tout à l'heure madame, vous l'avez dit, il ne faut jamais le faire tout seul. Mais nous sommes ici dans une région où il y a énormément de gens qui essayent de demander l'asile, qui ne sont pas logés par les autorités, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y a des familles qui se mobilisent pour accueillir des personnes qui sont en situation régulière, qui ont fait leur demande dans une préfecture, et qui les accueillent, qui les hébergent, voilà. Et je peux vous assurer que l'expérience que vivent ces personnes, moi je le vis depuis 2 ans déjà. Celles qui sont accueillies ou celles qui accueillent? Non, celles qui accueillent, non, celles qui sont accueillies. Je pense qu'effectivement pour eux, plutôt que d'être sous les ponts, c'est tellement formidable de trouver une famille qu'ils ont laissée à l'autre bout du monde peut-être. Mais pour les personnes qui accueillent, je peux vous assurer que c'est des choses qui sont formidables. Parce que finalement, on voit l'autre sous notre regard. Ce n'est plus ce qu'on imagine, c'est plus de l'imaginaire, c'est de la réalité. Il y a des gens qui ont des enfants aussi, qui accueillent, et les petits-enfants et ces jeunes gens qui ont souvent entre 18 et une trentaine d'années, sont des gens formidables. Voilà, donc ce n'est qu'une expérience, mais je veux dire, voilà, si on veut aller vers les autres, il faut que chacun on se prenne, qu'on se dise, bon, voilà, moi je vous dis cette expérience-là parce que je la connais, mais je pense qu'il y en a tellement d'autres. On peut aussi, quand on est dans la rue, dire bonjour à la première personne que l'on croise. Souvent on se croise et on ne se dit rien. Et j'ai souvent fait l'expérience. Si je dis bonjour à quelqu'un que je ne connais pas, ben vous êtes sûr pendant 10 mètres, 20 mètres, on se parle. Après on se quitte, d'accord, mais voilà, on n'a pas peur au moins, on sait parler. Bien, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a plus de questions. Ah, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir comment êtes-vous arrivé à la littérature et tout à l'heure, aussi, vous posez la question et du coup, vous avez dit, je vous répondrai tout à l'heure. Et du coup, vous n'avez pas répondu, mais qu'est-ce que la littérature vous a apporté? Alors, comment j'y suis arrivée d'abord? J'avais une mère qui déformait à peu près tous les mots de la langue française et ça m'a amenée à être dans une attention aiguë au vocabulaire, d'autant que je répétais ses fautes à l'école et je me souviens par exemple d'avoir levé le doigt
voulant dire omelette, et j'avais dit la moulette, comme disait ma mère, la moulette. Et j'en avais conçu une immense honte. Une immense honte. Et chaque fois d'ailleurs que je m'exprimais mal, je concevais de la honte. Une des façons de parer à ça, ça a été de lire des 8, 9, 10 ans. J'ai beaucoup lu. À la fois, et comme ça, je m'appropriais cette langue qui m'échappait, et je me rendais compte que ça m'apportait aussi un plaisir exceptionnel, immense. Voilà. J'ai lu Sans famille, qui est resté tout jamais un moment inoubliable, et qui me fait même délirer. J'ai les oreillons, je lis Sans famille, et je suis tellement exaltée que je fais peur à tout le monde, au médecin, parce que je sais pas, je pars dans des trucs. Ça m'avait fait un effet bœuf, comme on dit. Voilà comment ça naît. On ne sait jamais très bien, mais voilà. Je pense que ma mère a été au fond mon premier grand écrivain. Elle avait inventé une langue. Comme beaucoup d'exilés, une espèce de sabir entre le français et l'espagnol. Mais j'en ai eu honte très longtemps. Ce n'est qu'après, plus tard, que je me suis réjouie de l'entendre dire des choses. Et c'était délicieux. Ma mère, par exemple, qui n'était pas croyante, devient croyante quelques années avant sa mort. Croire en espagnol se dit creer, et croyant se dit creyente. Et ma mère aimait trouver des mots rares qu'elle attrapait ici et là, parce qu'elle avait l'impression qu'elle était un peu plus française comme ça. Et elle me dit un jour, il faut que tu saches, ma chérie, que je suis devenue très crédule. Très crédule. Et ça m'a émerveillée, parce que crédule, il y a croire hein, dans l'étymologie, en même temps, avec toute la candeur du monde. Voilà, et ça, c'était à G continu. Hein. Je pourrais vous en citer. Vous en voulez d'autres? Je peux en citer. Ça, à tout bout de champ. Et ça vous met d'abord, ça ouvre. Dans Pas pleurer, je m'en suis servie. J'en ai rajouté d'ailleurs. Et plein d'autres qu'elle disait que je n'ai pas retenu parce que je voulais que le livre reste lisible pour qui n'a pas accès à l'espagnol. Donc c'est une critique que tu as faite. Oui. J'ai lu sur Pas pleurer, une oui. critique qui disait que tu avais inventé un truc qui ne pouvait pas exister. Enfin, c'était pas possible, quoi. Voilà, crédule pour croyant, c'est tellement énorme que ça en devient impossible. Alors que si, bien sûr que c'est vrai. Et je crois qu'il y a une chose que tu as oublié de dire, quand même, qui est très importante, c'est que le français n'est pas ta langue maternelle. Oui, le premier mot, ça me dit. Donc, apprentissage de la langue jusqu'au prix Goncourt, quand même. J'en dis une autre, ça me démange. Donc ma mère a été une révolutionnaire rouge et véhémente à 15 ans. Et plus tard, cette belle révolutionnaire souhaitait que toutes ses filles soient mariées. Mariées, ser casadas. Et alors avec le ton le plus lyrique du monde de ces filles, avec quelques résistances. Mariage. Elle disait, ça serait tellement beau, ma chérie, que tu sois casée. Là, et c'était ça tout le temps. Et casée, c'est magnifique. Ça dit bien ce que ça dit. Voilà. Mais je m'arrête. J'ai une dernière question, si tu permets. Alors, on ne va pas aller sur le débat
aujourd'hui sur les tribunes qui paraissent dans le monde, sur le fonctionnement des hommes vis-à-vis des femmes, etc. Mais il y a quand même une question que j'aimerais te poser, tu en as sans doute entendu parler, de ce metteur en scène italien qui change la fin de Carmen. Est-ce que tu en as entendu parler? Alors, je t'explique à deux mots, il y a un metteur en scène italien qui a décidé de changer la fin de Carmen. Donc c'est une œuvre qui existe en soi. Donc à la fin, c'est Carmen qui tue. Reste un homicide quand même, que ce soit une femme ou un homme qui meurt, ça reste un homicide. Après, que ce soit l'homme qui tue la femme qui tue l'homme, il y a quand même un mort. Non, je voulais savoir ce que tu as dit. Je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant. Une espèce de stérilisation, de puritanisation de l'art, c'est terrible. Ça me fait peur. C'est l'art, c'est liberté. Mais bien sûr. Bon, on va s'arrêter là-dessus peut-être. Juste pour vous dire qu'il y a un mot à l'extérieur de l'auditorium d'un libraire avec des livres de Lydie. Donc si vous voulez avoir une dédicace, ben voilà, c'est le moment, on va monter. On pourra aussi discuter avec nous si vous voulez continuer la discussion. Merci. Juste un mot, je n'ai pas dit merci, donc je voulais dire merci évidemment à Gilles. Merci à vous qui êtes aussi impliqués dans la défense de la lecture. Merci à vous. Merci à vous tous. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините.